Euh, je suis Pascal Charbonnel, je suis médecin généraliste aux Ulysses et président de l'Inter-CPTS. Et nous avons conçu ce projet avec l'équipe de la Paruline, qui est une unité de soins ambulatoire qui est à Bure-sur-Yvette essentiellement, et l'équipe mobile de liaison en psychiatrie périnatale. Vu le nombre d'inscrits à cette séance, je pense qu'on a atteint notre objectif en termes de choix de sujet. Oui, mais j'ai enlevé la vidéo. Parce que on a compté à peu près une soixantaine d'inscrits. Là, pour l'instant, on est à 37 participants. Je vous rappelle les règles du jeu. Vous coupez votre micro parce que sinon ça peut faire des interférences. Deuxièmement, vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser des questions ou faire des commentaires. On les regardera attentivement et puis on les relaiera à nos intervenants. Pourquoi ce sujet? Pourquoi ces intervenants? Parce que dans notre exercice professionnel, on a tous rencontré plus ou moins des patientes qui, après la naissance, étaient en difficulté, sans être forcément au top pour identifier les problématiques et surtout les ressources disponibles localement. Donc on s'est dit que c'était un bon moyen, après avoir rencontré l'équipe de la Paruline, d'échanger et de vous proposer ces solutions. Grosso modo, ce webinaire va durer 1 heure. Il va constituer au fait que les équipes dont je viens de parler vont vous présenter et ce qu'elles font et la possibilité de comment on peut faire pour à partir de cas cliniques, voir les ressources qu'on peut mobiliser sur le territoire au sens large. Ce séminaire est enregistré, il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Inter-CPTS. Donc voilà le cadre. Pour éviter de perdre du temps, je propose qu'on se donne encore 2 minutes pour que les personnes qui sont un peu en retard nous rejoignent. Et puis à 13h05, on commence en passant la parole aux différents intervenants sur ce qu'il est possible de faire sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Comme le fait remarquer Elodie, si vous pouvez mettre vos noms et prénoms sur votre identifiant vidéo, ça permet de vous retrouver après pour faire la liste des présents et éventuellement vous recontacter pour vous passer des infos. Voilà, je ne suis pas plus bavard que ça et je passe la main à l'équipe de la Paruline. Je pense que c'est Marie Flaquière qui va commencer par se présenter et je pense qu'elle est là. Et voilà, Oui, bonjour. bonjour, on vous entend bien. Ok, bon bah super. Donc moi je suis docteur Marie Flaquer, je suis pédopsychiatre, je suis médecin responsable de l'équipe de périnatalité du GHNE, donc qui est rattaché au service de pédopsychiatrie du Nord-Essonne, donc le 91 I04, et donc dont dépendent la Paruline et l'équipe P-Plume, qui est l'équipe de liaison sur l'hôpital Paris-Saclay. Voilà. Moi, je suis Sandrine Lourenco, je suis infirmière en pratique à Moncy, mention psychiatrie santé mentale. Donc, j'interviens à la Paruline et aussi sur l'unité Plume, donc de liaison sur la maternité Paris-Saclay et en néonatologie également. Céline, j'ai vu que tu es là si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Céline Eustache, sage-femme libérale à Gif-sur-Yvette et membre du coup de la CPTS du Val d'Yvette. Et du coup, on a eu la chance de travailler sur ce sujet effectivement passionnant et je suis très contente de voir du monde qui s'intéresse effectivement à ce sujet-là. Donc merci à tous en tout cas d'être présents aujourd'hui. Donc je vous répète, si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on retransmettra.
Et en attendant, je passe la main à Elodie pour qu'elle passe les slides et qu'on puisse dérouler notre contenu. Alors du coup, c'est moi qui vais démarrer en fait sur ce webinaire, hein, et après je laisserai bien entendu la parole du coup à Sandrine et Marie. L'idée était de commencer avec un cas clinique vraiment qui parlerait à toutes et tous, parce que c'est vrai que c'est notre quotidien, et du coup de voir un petit peu le déroulé type et la prise en charge que peuvent avoir les patientes dans ces situations-là. Alors là, on est dans le cas d'une patiente qui a été orientée vers la paruline par son médecin traitant, du coup pour un syndrome dépressif et idée noire à la limite du postpartum. Cette patiente avait été vue par une sage-femme libérale dans les suites de couches immédiates, car cette patiente est sortie de façon précoce. On va y revenir par la suite. L'accouchement a été à l'hôpital de Paris-Saclay. Et pour être plus précis, donc on est sur une patiente âgée de 32 ans, troisième part, avec 2 enfants de 3 et 5 ans, un compagnon bien présent, âgé de 38 ans, qui est le père des 3 enfants et qui était en congé paternité au moment de l'adressage vers la paruline. Et chez cette patiente, il y avait également un contexte familial très étoffé avec une famille très présente. Tu peux passer à la diapo suivante du coup. Alors voilà, pour revenir un petit peu plus en précision, c'était une grossesse finalement spontanée, sans vraiment pas difficile du tout sur les débuts, mais juste marquée par un retard de croissance. Il n'y avait pas eu de suivi psychologique mis en place en anténatal, parce que finalement toute la grossesse s'était bien déroulée. Un accouchement également qui s'est très bien passé, bien vécu, un petit garçon en très bonne santé. Et les difficultés ont commencé à apparaître en suite de couches à la maternité, où la patiente a commencé à montrer un manque aussi de ses aînés, ce qui a été en fait un petit peu l'élément déclencheur d'angoisse. Elle a été repérée par une des sages-femmes de la maternité, du coup pour laquelle elle a été adressée à l'équipe Plume. Bon, malgré tout, cette patiente a pu sortir de façon précoce à J2 du postpartum. Mais dans ce cadre-là, effectivement, quand les patientes sortent tôt, une sage-femme doit passer le lendemain de la sortie. Donc, ça a bien été le cas pour cette patiente. Donc, elle a bénéficié d'un suivi très rapproché à domicile par une sage-femme libérale qui a effectivement tout de suite été alertée par des crises d'angoisse, des pleurs et vraiment une vraie difficulté. Et du coup, la sage-femme a conseillé cette patiente de contacter son médecin traitant, et du coup, qui a été du coup à l'origine de l'adressage vers la paruline. Voilà, donc pour un petit peu le contexte pour vous tous, et ce qui me permet de laisser la parole à Marie et à Sandrine. Donc, concernant le parcours de soins donc de cette patiente, donc c'est la diapo suivante. Donc, comme on disait Céline, cette dame, elle a été orientée par son médecin traitant. Donc, elle a appelé la paruline pour une prise de rendez-vous. Donc, lors de l'appel, on lui a de suite transmis les coordonnées de l'UCLI, donc qui est notre unité de crise et de liaison intersectorielle du GHNE, qui intervient voilà, rapidement dans des situations vraiment d'urgence. Et on a aussi transmis à la dame la possibilité d'aller aux urgences de Paris-Saclay, où elle pourrait être vue là-bas par une équipe de psychiatrie. Donc cette dame, elle contacte très rapidement l'UCLI et un rendez-vous lui a été proposé dès le lendemain et le surlendemain. Donc en parallèle, un traitement avait été instauré par son médecin traitant dès le premier contact, donc qui avait prescrit donc, de la sertraline, l'antidépresseur, et du Seresta, qui est un anxiolytique. Tout ça en lien avec son allaitement maternel. L'UCLI a très vite évoqué une hospitalisation en unité d'hospitalisation mère-bébé et voilà, attendait de voir ce qu'allait donner le traitement pour poursuivre cette indication ou pas. Un rendez-vous à la paruline a été donné 3 jours après le premier appel. Et lors du premier rendez-vous, donc, on a fait remplir aux 2 parents donc une EPDS, donc un test de repérage des signes d'une éventuelle dépression,
Et donc, le score de madame à l'EPDS était de 27, dont 2 à l'item 10, donc on va y revenir après. Concernant les idées suicidaires, celui de monsieur était à 3. Donc ensuite, voilà, on a choisi de parler un petit peu de l'EPDS. Donc c'est un outil, donc c'est l'Edinburgh Post-Depression Scale. Et donc c'est un outil d'évaluation, de repérage, donc d'éventuels symptômes dépressifs. Donc c'est un outil qui est très simple à remplir. Il y a 10 items. Donc on peut faire remplir à la patiente elle-même ou qu'on peut accompagner. Il peut être proposé par n'importe quel professionnel au cours du suivi et à n'importe quel moment du parcours. Donc ça, cet outil il va nous donner une idée, nous, voilà, d'une éventuelle entrée dans une dépression, mais on va aussi beaucoup tenir compte des signes cliniques, dont on va reparler après. Donc, concernant le PDS, il y a une stratégie de prévention selon la cotation. Donc, on estime entre 0 et 8, on estime qu'il n'y a pas de dépression, mais on fait malgré tout une information à la patiente sur les risques et sur les conseils de surveillance, notamment le sommeil, voilà, c'est une éventuelle tristesse qui arrive, voilà, on informe un peu des signes avant-coureurs. De 9 à 12, là, on considère que la patiente est en souffrance psychique. Donc là, on va transmettre les coordonnées donc de l'équipe de périnatalité du secteur. Et si elle est en suite de couche, on va prendre un contact avec le psychologue de la maternité pour que cette patiente soit vue avant sa sortie. Et une cotation supérieure à 13 avec un score de 2 ou 3 à la question 10. Donc là, on considère que la patiente est en souffrance psychique importante, avec un risque important de dépression. Et donc là, elle sera orientée pour un avis psychiatrique, avec notamment la question du traitement. Parce que, on en reparlera sûrement après, mais on peut traiter une femme enceinte pendant la grossesse, selon les recommandations du CRAT. Donc, ensuite, les signes d'alerte. Donc, ils peuvent en fait être repérés en consultation ou aussi beaucoup par les sages-femmes en entretien prénatal précoce. Hein. Donc, un peu les clignotants voilà, qu'on doit avoir en tête. Donc, notamment pendant la grossesse, une dame sera plus à risque d'une dépression. Du coup, s'il y a eu ou s'il y a pendant cette grossesse-là un déni, s'il y a eu un deuil périnatal, une absence de suivi obstétrical, des complications une annonce de handicap chez le fœtus, une grossesse gémellaire, etc. Parce que c'est pas exhaustif. Il y a aussi des passages répétés aux urgences, ça peut aussi être un signe d'alerte. Concernant le contexte psychosocial, donc des violences conjugales et ou intrafamiliales, donc ça aussi il faut que ce soit interrogé, donc c'est pas forcément toujours interrogé, mais c'est important de le faire. Une précarité, un parcours migratoire, un isolement majeur, une notion de placement chez les aînés, un manque ou absence de ressources sociales et ou familiales. Ensuite, concernant des pathologies, notamment une grossesse à risque, une pathologie psychiatrique non suivie, des antécédents de suivi et ou d'hospitalisation psychiatrique, des addictions chez la patiente ou dans l'entourage, et encore, la liste n'est pas exhaustive, ça peut être aussi des antécédents familiaux de pathologies psychiatriques, etc. Et ensuite de couche, donc un accouchement qui a été vécu comme traumatique, des angoisses massives, l'annonce encore une fois d'un handicap ou d'une maladie chez le bébé, un séjour en néonatologie et un allaitement avec une difficulté de mise en place, un bébé irritable, un bébé qui ne dort pas, etc. Donc ensuite, on a fait une petite diapo sur le bébé. Donc pour revenir à notre situation initiale, donc ce bébé est décrit comme facile et calme et dort bien. Le père nous dit que c'est un peu comme s'il s'était mis en veille. Il a un très bon lien avec son père, on constate de belles interactions, mais le lien est plus difficile avec sa mère où le bébé réagit beaucoup aux pleurs et qui sont difficilement apaisés par la mère. Et dans cette situation, on voit que souvent, quand les pleurs ne sont pas apaisés, la mère a tendance à passer le bébé au père pour qu'il puisse le calmer. Dans nos observations, ce bébé, pour le moment, ne montre pas de signe de retrait. Donc là, c'était un petit tableau pour lister un petit peu aussi et un peu mettre l'accent sur le fait que les troubles psychiques périnataux, c'est pas sans conséquence aussi sur le développement du bébé
et de l'adulte en devenir. Dans le sens où quand il y a des troubles psychiques périnataux qui sont pas pris en charge dès la grossesse, il peut y avoir plus de risques obstétricaux, plus de complications obstétricales avec des risques de prééclampsie, des petits poids, des RCU, des complications aussi à l'accouchement. Après, en postnatal, on peut avoir chez le nourrisson des bébés qui peuvent être soit dans le repli, soit au contraire très irritables, difficiles à apaiser, très, très désorganisés. Après, chez l'enfant plus grand, on observe aussi des enfants qui peuvent être avec un développement au niveau cognitif plus désorganisé, plus pauvre, avec des jeux symboliques moins développés. Et chez l'enfant plus grand et l'adolescent, il peut y avoir plus de risques de troubles de l'attention et notamment aussi après chez les adolescents, plus de risques de dépression quand la mère a elle-même présenté un trouble dépressif à la naissance avec des troubles des conduites et des troubles de consommation de toxiques. Donc c'est important de les prendre en charge et d'être dans la prévention. Donc maintenant, concernant la prise en charge qui a été proposée à cette famille, donc il a été proposé donc d'emblée des rendez-vous toutes les semaines à la Paruline avec les deux consultants parce qu'on propose des consultations en binôme. Voilà, un consultant qui est plus centré avec les parents et l'autre sur le bébé. Et bon, ça s'alterne au cours de la consultation pour avoir vraiment une observation plus large. Il a été proposé donc le groupe parents-bébés qui a lieu toutes les semaines le mardi matin. L'UCLI a continué d'intervenir à raison 2 fois par semaine au domicile. La proposition du coup d'unité d'hospitalisation mère-bébé n'a pas été retenue par les parents parce qu'il y avait une difficulté d'organisation avec les deux grands. Et aussi que le traitement voilà, commençait à montrer une efficacité par rapport à la symptomatologie de madame et que monsieur pouvait rester à domicile aussi pour soutenir sa femme et aider aussi dans les soins du bébé. Et au bout de 2 mois, du coup, il a été proposé à cette patiente l'intégration à l'hôpital de jour postpartum donc, qui a été mis en place au sein du GHNE. Et donc cette patiente a accepté et l'indication était à raison de 2 demi-journées par semaine. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques secondes sur la dernière diapo, s'il vous plaît? Parce que du coup, moi, ça me donne envie de vous poser des tas de questions. Donc, j'y vais. L'unité en vrac, hein, l'unité d'hospitalisation mère-bébé, c'est où? Alors, Le PDS, est-ce qu'on peut l'utiliser en soins primaires? Et accessoirement, mais vous n'avez probablement pas la réponse, est-ce qu'on peut le coter sur le plan de la sécurité sociale? Est-ce que c'est considéré comme un test validé en termes de cotation d'une recherche de dépression? Si vous n'avez pas la réponse, je la chercherai. peut-être les sages-femmes libérales. Comment? Peut-être les sages-femmes libérales ont la réponse. Peut-être les sages-femmes ou les médecins généralistes le savent. L'UCLI, elle est uniquement sur de la pédiatrie ou est-ce que c'est la même unité qui fait toutes les tranches d'âge? Et qu'est-ce que vous et c'est ma dernière question, qu'est-ce que vous pensez de la prescription initiale de sertraline par le médecin généraliste? Merci. Alors on commence par la fin. Je ne sais pas si je vais répondre par rapport à la prescription, mais Alors pour moi, la prescription de sertraline, elle est plutôt pertinente là dans cette situation, sachant que la sertraline, c'est quand même l'antidépresseur de référence chez les femmes allaitantes et les femmes enceintes. Nous, c'est ce qu'on prescrit aussi dans l'unité quand on a besoin d'utiliser en première intention, en tout cas. Quand il y a des syndromes, des symptômes dépressifs avérés, ça va être notre antidépresseur de choix. Ok. alors après, concernant l'UCLI, donc c'est une unité de crise et liaison intersectorielle donc, du GHNE qui est pour les adultes. De psychiatrie adulte. En fait, c'est la psychiatrie adulte et donc qui interviennent sur tout le secteur de psychiatrie adulte.
Donc ils peuvent intervenir à domicile, c'est principalement vraiment leur mission principale. Et ils peuvent aussi recevoir dans leur bureau, donc ils sont sur le site du Grand Ménil. Et Et en fait, n'importe qui peut les déclencher. alors, tous libéraux, enfin, Oui. oui, oui, bien sûr, à partir du Et, moment où enfin, le patient est sur le territoire du coup de psychiatrie adulte. Oui, c'est C'est sectorisé sectorisé. pour les secteurs de psychiatrie adulte du GHNE, donc tout ce qui est Massy, les Ulysses, Palaiseau. ok. euh, Non, mais je veux dire, ce n'est pas que des gens spécialisés qui peuvent faire appel à eux. Tous les professionnels de santé du coin peuvent Ah les oui, ah oui, oui, appeler. oui. oui, 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 Voilà. oui, Mais bien sûr. même pas que pour de la périnatalité, Oui, ça, D'accord. psychiatrie large. Ça peut Ok. être un patient, enfin même une famille qui les interpelle parce que le fils ne prend plus son traitement, la famille est inquiète. Voilà, on peut les solliciter aussi dans ce cadre-là. Donc faire un webinaire avec eux, c'est une bonne Ah idée. oui, oui, oui. bah, c'est vrai qu'on a... Oui, il aurait pu être convié. Alors après, il y avait une autre question sur les unités d'hospitalisation mère-bébé. Oui. Donc nous, on travaille essentiellement avec l'unité de l'Est parisien et de l'hôpital Bichat, donc l'unité de la Pomme. Parce que malheureusement, bah, il y a beaucoup d'unités Mm. voilà, qui ont fermé et qui proposent pour certaines maintenant un hôpital de jour de semaine, mais c'est plus une hospitalisation à temps plein. Donc voilà, on travaille avec ces deux-là principalement. Très bien, merci. Et une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez des soignants de ville qui vous ont adressé les patients et qu'est-ce que vous faites comme retour éventuellement? On en parlera Alors, peut-être sur la peut-être fin. on va développer après. Pas de souci. Je vous laisse faire. Merci. Voilà. Du coup, on voulait dire un petit mot du rapport des 1000 premiers jours qui a été publié en septembre 2020. Du coup, diapo suivant. Voilà, qui était assez important parce que du coup, ça a permis de mettre en évidence la nécessité de prendre en charge les troubles psychiques périnataux et à la dernière enquête nationale sur la mortalité maternelle est apparu que finalement le suicide était devenu la première cause de mortalité maternelle en période périnatale et plus des causes obstétricales pures. Donc, ce qui est quand même pas négligeable et d'où l'intérêt de prendre en charge ces troubles-là, parce que c'est souvent malheureusement sous-estimé et que le repérage peut être très compliqué, qu'il y a quand même un risque de récidive lors des grossesses suivantes et que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un facteur de risque d'augmentation, enfin des complications obstétricales et que donc il y a des conséquences sur après le développement de l'enfant. Donc, les conclusions de ce rapport des 1000 premiers jours. Voilà. C'est assez simple, c'est une prise en charge rapide des patientes souffrant de troubles psychiques, une information massive des familles, même pas forcément étiquetées comme à risque, et proposer des méthodes de dépistage simples et utilisables par le plus grand nombre. D'où le PDS dont on parlait tout à l'heure. Donc, un petit mot, bah, du coup, une diapo sur la dépression du postpartum. Donc, bon, on souhaitait attirer votre attention, mais je pense que vous êtes tous un peu au fait de ça, que enfin, on différencie bien la dépression du postpartum et le baby blues, qui lui survient plus souvent à J3, J5, qui dure au maximum une dizaine de jours. Si plus, ben, on risque de basculer dans une dépression. Donc, il se manifeste par une grande labilité émotionnelle. Enfin, les femmes passent du rire aux larmes dans le même instant sans trop comprendre pourquoi. Des ruminations négatives sur leur rôle de mère, une irritabilité, une indifférence souvent envers leur bébé voilà, qui va entraver les soins. Donc, la dépression du postpartum, ça concerne 10 à 20% des mères en période anténatale ou postnatale, mais qui concerne aussi 10% des pères. Donc voilà, il faut aussi avoir ça en tête que les pères sont concernés par la dépression. Alors, pas toujours en lien avec celle de leur femme d'ailleurs, hein, les pères peuvent faire une dépression isolée, bon, voilà, pour des raisons multiples. La symptomatologie, donc on va retrouver une tristesse de l'humeur, une perte d'élan, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, un ralentissement psychomoteur, une perte d'intérêt pour les activités qui jusqu'à présent procuraient du plaisir,
une grande culpabilité, notamment par rapport au rôle de mère, des propos de dévalorisation aussi. C'est des femmes qui vont dire, mais j'y arriverai jamais, je sais pas faire, je suis nulle, mon mari fait mieux que moi. Une anxiété massive pour aller vers des idées suicidaires. Donc tout ça sur 2 semaines à peu près. Voilà, il faut une symptomatologie qui dure 2 semaines pour qu'on puisse parler de dépression, avec un pic souvent autour de 2 mois. Donc, comme on disait, le dépistage est essentiel parce que la grossesse et le postpartum, bah, c'est la période de la vie de la femme où elle va rencontrer le plus de professionnels. Donc, c'est là où vraiment le dépistage peut se faire. Alors, je ne sais pas si vous avez une question par rapport à ce TDS, docteur Charbonnel, mais c'est vraiment tout le monde peut faire remplir cette grille, c'est très facile. Et ne pas hésiter si voilà, il y a un doute sur la symptomatologie et où on se dit, bon, bah là, il y a un truc, voilà, il y a un truc qui me plaît pas. Voilà, on propose une EPS, c'est toujours sur proposition, hein, bien sûr, mais souvent, les femmes sont quand même très favorables. Je vais juste rajouter un petit mot sur la symptomatologie, c'est que là, on vous a mis la Mm. symptomatologie typique, mais il peut y avoir aussi Mm. des femmes qui présentent une dépression plutôt sur le mode un peu hypomaniaque avec au contraire une agitation, des insomnies, une tachypsychie, des patientes qui vont être dans des préoccupations autour du bébé, mais à l'extrême et qui vont pas réussir à se sortir de ça et ça va prendre toute la place et du coup elles deviennent incapables de s'occuper du bébé parce qu'elles sont dans un peu des angoisses de performance où il faut qu'elle soit la mère parfaite et donc autour de l'allaitement, ça peut se fixer sur des points très précis comme ça où du Mm. coup bah, elles en viennent à avoir un intérêt très restreint sur l'allaitement ou sur des choses voilà, dans le but d'être une mère parfaite et du coup elles s'épuisent et elles se dépriment plutôt sur un versant anxieux, agité, quoi. Voilà, donc ça, Un petit peu ne facile. pas se, enfin voilà, essayer de pas se faire piéger par ça aussi, parce que en se disant, bah non, elle n'est pas déprimée parce qu'elle n'est pas ralentie, mais en fait, voilà, il y a plusieurs formes de dépression en période périnatale. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus en détail, l'unité de la Paréline, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une unité qui est sectorisée, donc qui dépend du service de pédopsychiatrie, donc du professeur Julie Bourgin du Chesnay, donc qui couvre le secteur 91 I04. C'est un lieu de prévention, de dépistage et de soins, donc c'est assez vague, mais de tout ce qui est troubles psychiques, donc en lien avec la périnatalité, donc c'est-à-dire qu'on prend en charge de la grossesse jusqu'aux 3 ans des enfants, donc il faut qu'ils aient quand même moins de 2 ans et demi à la première demande pour qu'on ait le temps de faire une prise en charge, voilà, pour les plus grands. On peut accueillir aussi des couples qui sont avec un projet de parentalité, même s'il n'y a pas encore de grossesse en cours, notamment quand il y a une pathologie psychiatrique connue, diagnostiquée, suivie. Et notamment pour accompagner bah, les services de psychiatrie adulte ou le médecin traitant s'il y a besoin, par rapport à toute la question du traitement, d'adapter le traitement en prévision d'une future grossesse. Et s'il y a un mot d'ordre, c'est surtout ne jamais arrêter un traitement en cours d'un patient stabilisé, enfin d'une patiente lors de la découverte de la grossesse. Nous, on peut être là aussi en avis, en conseil par rapport à cette question-là, parce que le risque, c'est de faire décompenser la patiente pendant la grossesse, voire après l'accouchement. Donc ça, on se bat pour ça, parce qu'il y a tellement de patientes qui se retrouvent avec leur traitement qui est arrêté en cours de grossesse, où c'est plutôt stabilisé, on dit ah, bah, tout va bien, et à l'accouchement, c'est la catastrophe. Donc voilà, on accompagne aussi les couples qui vivent un deuil périnatal quand il y a eu soit une naissance trop tôt, soit un bébé mort-né. Et c'est assez rare, mais parfois quelques couples, quand il y a eu des PMA multiples avec enfin multiples échecs et une impossibilité de conception. Voilà, c'est bon. Ça reste des choses très ponctuelles, mais Mm. voilà. Donc on est une équipe pluridisciplinaire, donc avec des cadres de santé, une secrétaire, un pédopsychiatre, enfin 2 pédopsychiatres maintenant parce qu'il y en a un qui est sur la liaison.
Des psychologues, une infirmière en pratique avancée en santé mentale, des infirmières, des psychomotriciennes et une assistante sociale. Et donc, on travaille vraiment en équipe. C'est vrai qu'en périnatalité, on insiste beaucoup sur le côté pluridisciplinaire. Donc, les prises en charge qu'on propose, comme a dit ma collègue tout à l'heure, c'est majoritairement des co-consultations. Donc, on va vraiment travailler en binôme, avec des binômes qui sont définis par famille. Donc, soit un pédopsychiatre, soit un psychologue, avec une infirmière ou donc ma collègue IPA, des psychomotriciennes, assistantes sociales. Il y a des évaluations en première consultation qui peuvent se faire aussi donc avec ma collègue IPA, des entretiens infirmiers intermédiaires entre deux consultations en binôme. On propose aussi des visites à domicile pour les familles qui sont suivies quand il y a des difficultés à se déplacer, quand aussi on pense que c'est intéressant d'aller travailler au domicile, d'aller voir comment le bébé est installé, comment il est investi, comment ça se passe un petit peu à domicile, essayer de proposer des jeux avec mes collègues psychomotriciennes. On propose des prises en charge groupales. Donc, il y a un groupe mère-bébé hebdomadaire. On a des groupes de thérapie multifamiliale aussi. Donc, on propose à plusieurs familles de venir et de pouvoir apprendre à jouer aussi ensemble avec les fratries, en fait, avec les enfants un peu plus grands. On a des groupes préscolaires pour les enfants qui vont rentrer à l'école et qui ont des troubles du neurodéveloppement, parce que comme on accueille aussi les plus grands jusqu'à 3 ans, on fait aussi tout le travail de préparation de la scolarisation pour les enfants ayant des troubles du neurodéveloppement, des troubles autistiques. Et on l'a pas mis sur la diapo, mais il y a un groupe de balnéothérapie aussi qui est proposé aux femmes enceintes dans un bassin de balnéothérapie. Voilà, c'est un groupe assez récent. Et on propose des prises en charge individuelles en psychomotricité. Donc, c'est une équipe enfin, une unité qui est beaucoup en lien parce qu'en périnatalité, on fait à la fois s'occupe de l'enfant et de la mère. Donc, on est très en lien avec tout ce qui est unité adulte. Donc, les CMP, l'UCLI dont on parlait tout à l'heure, les XAPA aussi quand il y a des troubles addictifs. Et tous les partenaires aussi du secteur de la petite enfance, donc les PMI, crèches. Et on essaie d'être beaucoup en lien aussi avec les médecins traitants des familles. Voilà. L'idée justement, c'est de pouvoir faire du lien et travailler ensemble parce qu'on a besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin de nous pour certaines situations. Et on ne peut pas travailler tout seul, surtout en périnatalité où on prend en charge la famille parce que ici, on reçoit les pères et les mères avec l'enfant. On insiste beaucoup sur faire venir les pères et pas que les mères toutes seules. Donc, concernant le mode d'adressage, maintenant, donc la demande est faite par les familles, donc auprès du secrétariat. Donc, on vous a noté notre téléphone ou ça peut être également par mail. Donc, parfois, certains professionnels soit nous contactent avant par téléphone, soit par mail pour nous faire une petite présentation succincte de la patiente, un peu des motifs d'inquiétude et le critère d'urgence aussi. Hein, parce qu'une femme qui a 27 a un EPDS, c'est l'urgence, donc c'est sûr qu'on va essayer de l'avoir rapidement. Donc d'avoir un petit lien en amont, ça peut être bien. Donc ça, on va en reparler un petit peu après. Et donc à partir du moment où la famille fait la demande est traitée lors de notre synthèse clinique hebdomadaire qui a lieu le mardi après-midi où là, bah, voilà, on fait un inventaire des demandes de la semaine écoulée et voilà, on voit, comme je vous dis, le motif d'orientation et on propose des rendez-vous à ce moment-là aux patientes qui après sont rappelées par notre secrétaire pour convenir ensemble d'un créneau de rendez-vous. Et si la demande est jugée très urgente le jour où on reçoit la demande, on n'attend pas le mardi d'après Oui. si on est mercredi, par exemple, pour traiter la demande. Oui. Voilà. Et, du coup. Donc, un petit mot sur l'équipe de liaison périnatale, l'unité Plume, donc P-Plume, qui donc a été créée progressivement en 2025 suite à, en fait, on a répondu à un appel à projet de l'ARS sur le renforcement des équipes de pédopsychiatrie. Et donc, nous, dans le service, on s'est axé là beaucoup sur la périnatalité. Avec l'ouverture de l'hôpital de Paris-Saclay, on voulait vraiment monter une équipe de liaison sur la maternité et la néonatologie.
Donc, c'est une équipe qui s'est construite depuis juin 2025 avec des recrutements progressifs qui proposent donc une activité de liaison. Donc, je vais vous détailler un petit peu la diapo d'après, mais qui propose une prise en charge de psychiatrie périnatale en maternité, en néonatologie, avec une équipe qui est faite d'un pédopsychiatre. On a la chance d'avoir un poste d'interne. On a des psychologues, donc une infirmière en pratique avancée, une infirmière à temps plein sur la liaison, un temps de psychomotricité et une secrétaire. Donc là, c'est une unité qui n'est pas du tout sectorisée, qui prend en charge toutes les patientes qui sont inscrites à la maternité de l'hôpital Paris-Saclay sans distinction de secteur. Voilà. Donc, l'équipe de l'unité intervient donc ensuite de couches, mais aussi donc, pour tout ce qui est grossesse à risque et urgence obstétricale, dans le service de néonatologie. Et donc, se sont créés progressivement au cours de l'année un hôpital de jour anténatal qui coordonne en fait la prise en charge des patientes pendant leur grossesse avec une consultation par l'équipe de Plume, une consultation d'entretien prénatal précoce avec une sage-femme et une évaluation sociale avec une assistante sociale de la maternité. Et au mois de mars là, 2026, on vient de monter un hôpital de jour post-natal, alors qu'on a appelé les oisillons, en rapport avec la paruline qui est un petit oiseau, et l'unité P-Plume. Voilà, on est resté dans le thème des oiseaux. Et donc là, c'est un hôpital de jour donc qui accueille, en fait, à la base, c'est un hôpital de jour obstétrical postnatal où il reconvoque autour des 4 à 6 semaines toutes les mamans qui ont accouché sur l'hôpital Paris-Saclay pour un entretien postnatal précoce avec évaluation par la puéricultrice et la sage-femme. Et nous, on a 2 jours dans la semaine où on propose un accueil plus ciblé pédopsychiatrique avec donc les mêmes mamans qui sont reconvoquées 2 fois par semaine sur plusieurs semaines pour un accompagnement plus intensif, on va dire, pour des mamans qui ont été repérées ou qui peuvent être suivies à la paruline et qui ont besoin d'une prise en charge intensive. Alors, diapo suivante, voilà. Donc les objectifs et ce qui a été mis en place, pourquoi la création de P-Plume, c'était améliorer le repérage et dépister les situations au plus précoce donc à la maternité. Donc on travaille très en lien avec le staff de la maternité Paris-Saclay, avec la sage-femme coordinatrice. Donc toutes les situations qui sont vues par l'équipe sont passées ou vont passer par le staff MPS de la maternité. Il y a un entretien prénatal précoce qui est fait, donc, comme je disais, en HDJ prénatal par la sage-femme coordinatrice du staff, justement. Et on travaille à la mise en place de l'EPDS systématique distribué dans le service de suite de couches sur l'hôpital Paris-Saclay. Et donc, les soins précoces, on essaye de les mettre en place par cet hôpital de jour prénatal avec ces mères qui ont été repérées et présentées au staff. Et l'idée, c'est de pouvoir adresser aux différents partenaires des unités, parce que comme c'est non sectorisé sur la maternité, l'idée après, c'est de pouvoir réorienter le plus tôt possible les mères ou les femmes enceintes vers les unités de périnatalité de leur secteur, puisqu'elles ne dépendent pas toutes de la paruline après. Et l'HDJ postnatal qu'on essaye de proposer aux femmes qui en ont besoin le plus tôt possible. Ça peut être tout de suite en sortant de maternité. Voilà. Donc, ben, bon, là, c'est un peu une redite du coup. Donc, toutes les situations sont vues au staff. On a mis en place aussi une feuille de repérage que les sages-femmes peuvent remplir ensuite de couches avec justement les signes d'alerte et les critères dont on a parlé tout à l'heure et le PDS. Donc les consultations sur l'équipe de liaison se font au maximum autant que possible en binôme aussi afin de vraiment favoriser le travail en équipe. Il y a des évaluations donc infirmières en pratique avancée et infirmières qui peuvent se faire. Donc le suivi se fait vraiment en coordination entre
l'équipe d'obstétrique et l'équipe Péplum et les assistantes sociales et donc l'hôpital de jour postnatal dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Ça veut dire que toutes les femmes qui accouchent au GHNE sont vues par quelqu'un en postpartum. En tout cas, ça leur est proposé D'accord. et après, elles sont libres de répondre ou pas à cette demande. Et pour les femmes qui accouchent dans d'autres établissements privés, par exemple? Je sais qu'à la clinique de Livette, en fait, ils le mettent en place aussi, cet hôpital de jour postnatal. Mais sur les autres maternités, je sais pas, c'est vraiment au libre choix de la maternité, quoi. Ok, merci. Et après, elles sont pas toutes vues sur le temps d'accueil psychiatrique, mais plus sur le temps obstétrical. Enfin voilà, c'est l'HDJ obstétrical qui leur est proposé en tout cas, et qui peut permettre aussi un premier filtre et un repérage, et après un adressage vers l'unité qui réoriente si besoin la maman. Ok. Voilà, donc là on vous a mis les deux plaquettes, celle de la paruline et celle de l'unité Péplum, avec toutes les coordonnées. Justement, il y a les villes sur la plaquette de la paruline. Vous avez les villes qui correspondent au secteur de la paruline. Alors, je ne sais pas si c'est lisible parce que c'est écrit un peu petit. Pardon. Mais ça, vous nous l'avez transmis, on le reverra par mail à tous les participants. Alors, Et du coup, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux pour améliorer encore les choses. C'est vrai que nous, on aimerait bien avoir plus de liens avec les médecins traitants, notamment des familles qu'on suit. Et peut-être essayer de trouver une solution pour simplifier en tout cas les liens, parce que nous, on aimerait bien pouvoir faire une lettre de liaison de début de prise en charge qu'on adresserait au médecin traitant, alors soit de la mère, soit de l'enfant, enfin, voir ou soit même les deux, ou si c'est le même, c'est plus simple. Mais le problème, c'est qu'on est souvent contraint par le mode de communication. On n'a pas forcément les mails ou des coordonnées faciles pour contacter tous les médecins traitants des familles. On a aussi des familles qui nous disent pas pour leur médecin, qui n'en ont pas aussi. alors, Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour fluidifier les liens. il y a une question d'un médecin qui a accouché récemment en Paris-Saclay, à qui on a proposé l'échelle d'Édimbourg. Je parle sous sa responsabilité, mais que personne n'a récupéré après. Voilà. Est-ce que c'était simplement un oubli ou est-ce que dans votre retour d'expérience, comment vous travaille gérez la ça? mise en place, c'est assez nouveau, cette Oui. échelle PDS en maternité. Donc c'est vrai que normalement, quand la patiente l'a remplie, elle doit transmettre au professionnel sage-femme, infirmière. Pour après, nous, en fait, on a une bannette dans le poste de soins, pour tout vous dire, où on récupère les EPDS et où on les cote. Parce qu'en fait, on ne peut pas passer dans toutes les chambres, récupérer toutes les EPDS. Et puis bon, on ne sait pas, enfin, comme on le disait, c'est libre choix de la patiente. Donc voilà, les patients doivent la restituer à la professionnelle qui est en charge, enfin, voilà, du suivi lors du séjour en maternité. Et après, nous, ça nous est rebasculé. À ce moment-là, on cote. Et bien sûr, enfin voilà, s'il y a pas d'inquiétude, on en reste là. Si bien sûr il y a une inquiétude, on va retourner voir la patiente pour lui faire un retour du coup du questionnaire. Et à ce moment-là, comme vous le disiez un peu dans les recommandations, on va orienter. Alors, dans tous les cas, on fait une information. Toutes les patientes qui sont vues en maternité ont une information sur la PMI et sur leur secteur, enfin leur unité de périnatalité de secteur. À chaque fois, on va donner les coordonnées parce que un séjour en maternité peut bien se passer et 2 semaines après, c'est la catastrophe, un peu comme pour la situation qu'on a évoquée au début. Donc, les patients doivent savoir vers qui se tourner.
Donc ça, c'est en systématique. Après, le PDS, on dit, ça se met en place. Donc, Oui, puis l'unité est là enfin l'équipe est ouais. là du lundi au vendredi. Donc après, en fonction des jours aussi, les week-ends, etc. Il peut y avoir, enfin malheureusement, on peut pas être 100%. On sait, enfin voilà, on a aussi des retours d'autres maternités où on sait que enfin aucune maternité n'a 100% déjà de taux de remplissage et de taux de récupération des EPDS. Donc c'est sûr que on essaie de faire du mieux possible Ouais. et bon, il y a toujours des situations où Mais du coup, merci de votre retour parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir voilà, évoquer réinsister aussi auprès dans des le sages-femmes. service et enfin, voilà, voir comment on peut Encore faire pour que ce améliorer. soit mieux. Oui. Concernant la communication avec les soignants de ville, est-ce que vous avez une adresse sécurisée de santé type MS Santé pour la paruline qui permettrait Non. d'échanger de manière sécurisée? Et pareil, pas à l'hôpital non plus. Non. Non. Ok, parce que nous, ça fait vraiment partie de plus en plus de nos us et coutumes de passer par une messagerie sécurisée. La CPTS en tant que telle est équipée d'une messagerie pour pouvoir communiquer de manière sécurisée avec tous les autres soignants. Donc peut-être que ça serait une solution plus pertinente, ou l'autre solution étant de passer par la CPTS qui peut faire pivot avec les professionnels de ville qui, eux, ont une messagerie sécurisée. C'est ce qu'on fait beaucoup avec les dossiers difficiles qui nous sont proposés par l'assurance maladie. Ok. Mhm. Faut qu'on voit avec le service informatique si on Mhm. peut essayer d'avoir une messagerie sécurisée. Ouais. Ok. Et Mais après, il y a un annuaire, il y a quelque chose où on peut avoir les coordonnées de tout le monde absolument, il y a l'annuaire de l'annuaire santé central dans lequel vous retrouvez les adresses de tous les professionnels de santé de France et de Navarre, à peu près. Ok. Bah, Et je il vous y a un remercie. outil qu'on a mis en place au niveau de l'hôpital, qui est à l'inverse, qui s'appelle OmniDoc, qui permet aux professionnels de santé de ville de demander un avis. C'est-à-dire pas forcément de vous adresser la patiente, mais de dire si vous pouviez être sur OmniDoc, ça serait formidable pour nous. Enfin, je parle pour ma paroisse, mais ça veut dire que c'est un outil qui nous permet de vous présenter une situation sans forcément vous adresser la patiente et en disant bah, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire. Et Alors ça, ça, on c'est peut... une... Oui, Non, je dis ça, justement, on l'avait mis dans comment améliorer les Mhm. pratiques, mais on peut tout à fait être contacté pour un avis, une orientation, juste un conseil. Alors, je ne sais pas quelle est cette plateforme, parce que nous, on ne l'utilise pas, mais... bah, c'est OmniDoc, c'est celle qui a été choisie par le GHNE. Eh ben, Ok. on va se renseigner. Eh ben, on va Et demander un accès. oui, absolument. Vous vous inscrivez dessus et après, nous, on peut parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de situations où finalement, on aimerait avoir juste votre point de vue sans forcément vous adresser la Oui, patiente bah, Mhm. ou la famille. Et donc ça, on note ça dans la to-do list et puis on va voir si on peut intercéder auprès de l'hôpital pour ça. Et il y a deux autres questions qui ont été posées. Est-ce qu'on peut proposer cet outil à un autre moment plusieurs semaines après? Est-ce que c'est pertinent jusqu'à quand? Pendant tout le postpartum, j'ai envie de vous dire, la dépression, pendant ça peut l'année, aller jusque voilà, dans l'année suivant l'accouchement. Donc Ok, après, ça évalue, bon, c'est bien précisé en début, ça évalue les 7 derniers jours. Donc c'est toujours se reporter à la semaine qui vient de s'écouler. mais Donc ça veut ça, dire que si même 6 mois après, on a un doute sur oui, la bien sûr. situation, on peut l'utiliser pour évaluer cette Oui. situation. Ok, merci. Et la deuxième question, mais qui date d'un peu avant, vous parliez d'hôpital de jour pour les patientes qui pouvaient être, enfin dans le premier cas clinique, il y avait la patiente à qui vous proposiez l'hôpital de jour de demi-journée par semaine, et c'est avec l'enfant ou sans Oui. l'enfant, et c'est pour faire quoi? alors, donc l'hôpital de jour postnatal, on va dire orienté pédopsie, donc deux demi-journées par semaine, c'est donc mère-bébé. Et donc on propose sur ce temps un accueil, donc c'est vraiment l'idée que la mère vienne se poser avec son bébé sur plusieurs heures.
avec un temps de groupe. Donc, il y a des médiations différentes qui sont proposées suivant les jours. Ça peut être autour de la relaxation, du portage, la lecture avec le bébé, groupe de parole aussi. Ça, c'est quelque chose voilà, qui commence depuis le mois de mars, donc c'est tout récent, donc c'est en train de se mettre en place. Il y a un temps aussi individuel avec une psychologue qui est proposé, avec aussi, on a un médecin pédopsychiatre qui est présent sur cet hôpital de jour. Donc l'idée, c'est de pouvoir introduire un traitement ou réévaluer un traitement qui aurait été mis en place et évaluer l'état psychique de la mère et travailler la mise en place du lien mère-bébé, aussi pouvoir proposer un temps de répit où la mère peut se reposer et on peut prendre le relais auprès du bébé. On a une sage-femme aussi qui est présente, qui voit les mamans, donc qui peut proposer. L'idée, c'est de pouvoir à terme proposer des conseils en allaitement. Notre infirmière, même la Oui, on a chrétienne et l'infirmière propose aussi ça. Et il y a l'infirmière qui est présente et formée aussi au bain thérapeutique. Donc, l'idée, c'est qu'elle puisse aussi proposer des bains au bébé. Enfin, c'est vraiment un accompagnement un peu cocooning mère-bébé et d'aider à mettre en place le lien quand il y a un trouble psychique, une souffrance, une dépression, voire une pathologie psychiatrique connue où il n'y a pas forcément de décompensation, mais justement, on va être dans de la prévention, d'accompagner une mère qui peut avoir des compétences un peu limites, de l'accompagner aussi dans les premiers liens avec son bébé, de leur montrer un change, un bain, enfin voilà, c'est assez large. Voilà. Très bien, merci de vos réponses. Je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole, si j'ose dire. Céline, est-ce que tu as quelque chose à ajouter de ton point de vue de ville? Si tu es encore parmi nous, mais je pense. Non, je pense que c'était assez d'accord. On a beaucoup discuté avec Sandrine et Marine. C'était l'adressage. Après, notre questionnement était vraiment sur comment simplifier l'adressage entre nous tous et effectivement une doc peut-être ou travailler sur un formulaire, je sais pas. Enfin, c'était pour vraiment nous simplifier, nous en tant que professionnels libéraux et pour la paruline recevoir des demandes simples. Donc, c'était moi mon interrogation, savoir si peut-être certains avaient des idées sur ça, parce qu'on sait qu'en consultation, bah, parfois on n'a pas vraiment de temps de prendre notre téléphone. Donc, c'était pour simplifier voilà, les échanges entre nous tous. Ça, c'était mon questionnement sur la fin, mais on a en partie un petit peu commencé à y répondre. Donc ça, mais non, je trouve très bien de revoir. Nous, on travaille, les sages-femmes libérales, je pense qu'on connaît beaucoup la Paruline parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Mais c'est vrai que nous, notre lien aussi avec les médecins traitants aussi, c'est important de savoir peut-être comment tous communiquer les uns avec les autres sur ces patients-là. Ouais. Alors, moi, ce qui me semble, moi, j'ai découvert le PDS et comme outil à diffuser très largement et à vérifier que ça a été proposé à la jeune maman à tout moment. L'idée de le présenter au papa, c'est aussi une idée que je trouve intéressante. Enfin, ça ouvre des perspectives. Et dans les questionnaires, mais dans le chat, il y a une question qui rejoint un peu ce que j'allais vous demander. C'est l'UPB 94, qui est une unité similaire dans le 94, qui dit est-ce que vous arrivez à absorber toutes les nouvelles demandes ou est-ce que vous avez une liste d'attente et puis moi j'ajouterais quelle est un peu votre file active. Je voulais juste répondre à la question d'avant qui était par rapport aux transmissions pour peut-être faciliter. On fait partie de l'équipe de la Paruline et aussi de l'équipe de liaison de la Mater. Ça pourrait peut-être être une bonne idée. Cette feuille de transmission qu'on a créée exprès pour les sages-femmes, ça pourrait être une feuille de liaison qu'on peut aussi vous remettre en fichier pour que vous puissiez aussi la voir et parce qu'elle est aussi adaptable pour d'autres professionnels de santé, à la différence que vous n'êtes pas en suite de couche et que bien sûr il y a peut-être quelques petits détails à revoir, mais en vrai c'est une feuille assez globale il s'agit de cocher des cases pour un peu que nous on ait une indication des critères, est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de social, psychiatrique ou autre, et ça peut être aussi avec la possibilité d'ajouter un petit commentaire à la fin, la date aussi, vous avez vu la patiente, ça peut être tout à fait aussi une feuille qui vous est transmise.
Absolument. On va centraliser Très ça intéressant. auprès de Case, qui est la coordinatrice de la CPTS qui est présente, et puis on les mettra à disposition sur notre site, hein, enfin sur nos sites. Je pense que on l'enverra aux participants et puis on la mettra à disposition sur le site. C'est parfait. Si on peut faire comme ça. Du coup, Ouais. juste pour revenir par rapport à l'histoire de la liste d'attente, jusqu'à présent, pour l'instant, on n'a pas de liste d'attente. On arrive à absorber les demandes qu'on reçoit. Alors après, on priorise. C'est-à-dire que quand on fait le point sur les demandes, on essaie d'évaluer les critères d'urgence et de gravité en fonction de l'âge du bébé. On va prioriser les tout petits nouveau-nés. Enfin, c'est vraiment aussi par âge. Et c'est-à-dire que les demandes qu'on reçoit pour des troubles du neurodéveloppement d'enfants qui ont plutôt 2 ans, 2 ans et demi, vont des fois peut-être attendre 1 ou 2 mois avant d'avoir un rendez-vous, alors qu'on va donner dans les 15 jours un rendez-vous pour un petit, un nourrisson, une demande qui nous paraît quand même urgente. Voilà. Très bien. Écoutez, ce que je vous propose là, on a fait largement le tour. On est à 13h56, on est pile poil dans le délai qu'on s'était donné. Je vous remercie infiniment de l'ensemble de ces échanges et ça donne quelques pistes d'amélioration qu'on a bien identifiées, et puis on reviendra vers vous pour voir avec les CPTS comment on peut mieux encore travailler. Mais c'est déjà tout à fait, enfin vraiment très intéressant ce que vous avez pu nous transmettre. Merci à vous. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là, qu'on souhaite à tout le monde soit un bon appétit, mais c'est un peu tard, soit une bonne après-midi. Et puis à très bientôt. Et j'ai noté de refaire la même chose avec l'UCLI assez rapidement. Ça marche. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci.